Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Éric Herzberger, vous êtes le cofondateur de Inue, mais Inue, ça s'écrit E-E-N-U-E-E. Oui, c'est Pourquoi ? ça. Parce qu'il faut retenir Nuée, donc une entreprise française. Nuée, l'idée est l'image de la nuée d'oiseaux ou d'insectes, puisque on veut faire voler énormément d'avions dans le ciel français. Et les deux E avant, c'est électrique. Et il y en a deux parce qu'en matière aéronautique, il faut de la sécurité. Voilà l'explication de Inue. Inue. Vous, c'est une passion. Hein. Vous avez une formation d'ingénieur. Vous avez passé, vous l'avez dit à nos équipes, la moitié de votre vie professionnelle dans l'industrie automobile, toujours avec cette casquette d'ingénieur électronique. Puis, petit à petit, vous avez évolué vers d'autres postes et vous avez monté votre première entreprise il y a 25 ans. Oui, c'est ça. C'était une start-up déjà dans le domaine de l'aviation. Oui, c'était déjà une start-up dans l'aviation, avec la réflexion déjà à l'époque, il y avait des choses à faire en termes d'aviation, pas à mon sens et aussi mes associés, pas assez d'innovation, donc des choses à apporter dans ce monde-là. Donc on avait créé un premier avion qui était capable de se poser, qui est toujours capable de se poser sur l'eau, la terre et la neige, avec des technologies bien particulières aussi, des hydrofoils qu'utilisent les grands voiliers de compétition, et donc nous avons été les premiers au monde à mettre cette technologie au point. Et c'est comme ça, on va dire, au travers de cet avion, que l'on a découvert un peu l'idée de pouvoir se poser partout, de décoller et se poser partout, tout en consommant très peu pendant le vol. Alors, vous allez nous dire concrètement à quoi ressemble cet avion. Vous aussi, vous avez 1 minute pour le pitch. Êtes-vous prêt ? Oui. Allez, on vous écoute, c'est à vous. Alors, Inue, je résumerai assez simplement. J'aime bien l'image du TGV parce que ce que l'on propose, c'est pas une compétition vis-à-vis des grands avions de ligne. C'est plutôt de promettre aux maires, aux présidents de métropoles d'un certain nombre de villes moyennes ou petites, de proposer à leurs administrés de pouvoir avoir un TGV finalement de leur ville vers une autre ville. Ce qui est tout à fait, c'est le rêve, on va dire, de chacun de ces décideurs et également des utilisateurs. Donc de le faire, mais sans tracer une ligne de TGV au sol, en utilisant la voie qui est la plus simple finalement, c'est celle des airs. Voilà. Donc ce sera un avion électrique et ça sera un avion électrique de petite taille parce que c'est pas la peine de faire des objets de très grande taille et qui va donc permettre à des gens. Alors je prends toujours volontiers un exemple de Saint-Étienne où nous sommes basés. Saint-Étienne-La Rochelle, c'est 7 heures de transport par n'importe quel moyen, que ce soit train, avion, de ligne ou voiture. En Inue, ce sera 2 heures, un peu plus de 2 heures directement entre Saint-Étienne et La Rochelle, 400 km, mais ça se fait en ligne droite et on utilise les petits aérodromes, tout ce qui est déjà existant, donc on ne génère pas de nouvelles infrastructures. Waouh, merci. Merci pour votre pitch, Éric Herzberger, cofondateur d'Inue. Ça vous inspire autour de la table ? J'espère. Et en plus, il ne fait pas de bruit. Et en plus, il ne fait pas de bruit, il est électrique, son aérodynamique est très performante, et ça, c'est l'aérodynamique en général est une source aussi de bruit, donc il fait très peu de bruit. Il est très économe, puisque je parlais de TGV aussi, dans la comparaison, on sera au prix d'un billet TGV. Et la consommation, évidemment, on parle aujourd'hui d'impact carbone, mais il faut parler aussi de consommation d'énergie, on l'a vu depuis la guerre d'Ukraine. Donc on a des consommations très faibles qui sont encore une fois comparables à celles d'un train et à peu près la moitié de celles d'un véhicule électrique. Et il se recharge Il se recharge. Alors on compare aussi volontiers à un véhicule électrique à peu près les mêmes tendances, c'est-à-dire c'est entre une demi-heure et 1 heure de recharge. Se recharge rapide alors. C'est recharge rapide. Oui. Sébastien Fraisse, vous êtes le patron directeur d'Indigo. Quel regard portez-vous sur Inue ? Moi je suis très impressionné, j'ai hâte d'essayer. J'avais une question quand même, c'est est-ce qu'il y a un secours ou c'est pur électrique ou vous avez un petit réservoir Non, c'est un vol plané. Et effectivement, c'est en pur électrique. C'est en pur électrique, mais étant donné les performances de cet avion, il est capable de planer très loin. Donc même s'il y a une panne totale, on va dire, de la motorisation, il est à 2000 mètres, il est capable de faire au moins 70 km. Donc on a le temps d'aller se poser, et encore une fois sur des très petits terrains. Donc on n'a pas besoin de trouver des grands aéroports. Et puis comme il est capable aussi, comme notre avion précédent, de se poser sur l'eau,
Eh bien voilà, ça lui confère beaucoup de sécurité aussi d'un ce point de vue. Et Sébastien, vous parliez tout à l'heure des problèmes de feu de batterie. C'est les mêmes problèmes qui se posent évidemment en aviation, avec un côté un peu plus prégnant, parce que évidemment si on prend feu en vol, autant dans une voiture on peut quand même rapidement se garer sur le côté et évacuer le véhicule. En aviation c'est un peu plus compliqué. Donc on suit de près les évolutions des technologies des batteries. Il y a des bons espoirs dans les nouvelles batteries qui émergent et qui ne prennent plus feu. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Fleur Ragnel. Moi, je suis impressionnée par le projet et par le design. Je disais en début d'émission que j'étais tombée amoureuse du design. Vous avez apporté, je crois, un petit paquet pour qu'on voit le design. Vraiment, je vous invite à regarder sur le site internet. On dirait un avion du futur et on fait un bond dans les années. Donc, c'est vraiment canon. Non, c'est vraiment bien. Donc pour vous, Fleur, le projet est canon et ça répond à un besoin. Ça répond à un vrai besoin. Alors après, bien sûr, il y a des enjeux. On parle des batteries. Il y a des enjeux colossaux dans le développement. Et je me posais la question de quand est-ce que vous pensez faire les premiers tests avec des passagers à bord ? Oui, alors les premiers tests, on espère les faire à partir de 2028. C'est l'avion du futur. 2028, on va dire raisonnablement, ce sera 2030. Ça reste un engin volant, donc bien sûr, il y a un certain nombre de certifications à mener. Et donc, en toute sécurité, nous emmènerons les premiers passagers en 2030. On va dire ça nous paraît plus raisonnable. Comment vous perçoivent les professionnels du secteur quand vous arrivez avec ce projet? Vous allez révolutionner le fait de desservir des villes moyennes, des villes intermédiaires. Comment on vous regarde? Même, je dis les professionnels, même la SNCF finalement, parce que vous prenez un créneau qu'ils n'ont pas. Ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a toujours au départ un certain rejet. Oui, ça c'est normal. Le changement suscite le rejet, c'est la vie. C'est juste innovant. Et comme vous le disiez, ce n'est pas que les gens de l'aviation qui nous regardent, le monde du transport terrestre ou ferroviaire. Et progressivement, on s'aperçoit qu'au bout d'un an, pas mal de mois, les gens reviennent un peu vers nous en disant « Ah oui, tiens, il y a un truc qui est quand même intéressant. » Parce que, alors c'est vrai que pour tous ceux qui vivent dans des grandes villes, on connaît toutes les connexions et la facilité, on va dire, relative des transports. Mais néanmoins, pour beaucoup de Français, il y a des régions qui nécessitent à être désenclavées. Non seulement désenclavées, mais aussi, on a vu avec l'arrivée du Covid, une envie de certaines populations, notamment les jeunes couples, qui souhaitent peut-être quitter la ville pour aller vers d'autres endroits, notamment aidés par l'arrivée d'Internet, de la fibre optique. Mais néanmoins, ces jeunes couples, ces jeunes familles, elles ont envie d'être connectées aussi physiquement, que ce soit par le transport de ce qui peut être reçu commandé sur Internet, mais également tout simplement d'être encore connecté. Voilà, donc tous ces acteurs nous regardent quand même de plus en plus positivement et en vous prenant en considération, parce que vous êtes en train de faire avancer les choses. Benjamin, les vols à bord d'un avion électrique, ça a déjà commencé. Et pas très loin, c'est aux Pays-Bas, dans l'aéroport de Maastricht, qui propose durant tout l'été des vols internationaux, donc à bord d'un avion électrique. Alors c'est pas des grands trajets, à peine 50 km. Ils sont à destination de Liège en Belgique et Aix-la-Chapelle en Allemagne. Et étant donné la taille de l'appareil, bien là vous ne serez pas dérangé par les autres passagers, puisque vous êtes le seul passager aux côtés du pilote. Moi j'aimerais pas toute seule dans un avion. Bon, si il est cool, le pilote, ça va. Moi, ça dépend du pilote. Faut pas que ce soit son heure. Oui, c'est ça. Ça c'est pour tous les avions. Allez, on va faire une petite pause. Vous êtes avec nous, Éric Guérès-Berger, parce qu'aussi vous êtes dans la France Rouge, vous avez des besoins, même si le premier vol est prévu pour 2030. Vous avez besoin de plus de visibilité, vous avez besoin de financement, et puis aussi aller un peu vers l'international, parce que tout est fabriqué où ? Alors, d'abord, c'est une entreprise française. Mais ça reste quand même un projet aéronautique. Ouais. Tout projet aéronautique est international par essence. Aussi bien du côté des fournisseurs, des partenaires, mais bien sûr de l'application. Ce que je vous citais en termes de déplacement, désenclavement, on retrouve ces problèmes. Alors, par exemple, tous les pays scandinaves sont absolument friands de cette idée d'aviation électrique, et qui plus est, aviation qui peut se poser n'importe où. Ils ont des gros soucis. On le retrouve au Canada,
on retrouve aux États-Unis. Enfin voilà, c'est mondial. De toute façon, tout le sud-est asiatique, où il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'îles, a ce problème de désenclavement. Et puis voilà, donc c'est un projet français quand même, mais besoin de ce rayonnement international. On va écouter George Michael, Too Funky, et après on retrouve Flore Hegnel pour ses précieux conseils. À tout de suite sur Europe 1. Voilà. On va pas l'écouter en fait, George Michael, mais on va faire comme si. On va enjamber George Michael. Quelle déception. Oui, je pensais qu'il allait le mettre, Christophe, mais là il nous a pas. Non. Bon, tant pis. Allez, on va poursuivre. C'est vrai qu'il est chouette. Hein. Il est sublime. Ouais, il est beau. Très futuriste. Très beau. Il est, ouais. Allez, on y va. C'était George Michael, Too Funky sur Europe 1. Et à noter vos rendez-vous Europe 1 Sport, le studio des légendes présenté par Jacques Vendroux. C'est le samedi et le dimanche de 20h à 21h. C'est votre grand rendez-vous sport sur Europe 1. Et samedi 6 juillet, émission foot. Jacques Vendroux reçoit Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine qui vise l'or pour les Bleus aux Jeux Olympiques. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge, cette France. La France bouge au service de l'entrepreneuriat, des idées, des innovations. Et ce soir, on parle parking, mobilité, aviation électrique. C'est sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. On y découvre des patrons comme vous. Sébastien Fraisse, président du directoire d'Indigo. Indigo, ce sont près de 10 000 salariés. Ça fait 60 ans que ça existe. Ce sont des places de parking, mais pas seulement. Ce sont aussi des places pour les vélos, pour les trottinettes. Ce sont des bornes de recharge électrique, mais aussi des endroits où l'on peut stocker des denrées alimentaires, des colis. Pour la livraison du dernier kilomètre. Les Jeux Olympiques approchent. Indigo va-t-elle, je parle de l'entreprise, avoir une place importante au cœur de Paris 2024 ? Alors à double titre, évidemment sur un plan opérationnel, hein, comme je vous l'indiquais, on a une centaine de parkings dans Paris, donc on est concerné par l'ensemble du dispositif, y compris son volet sécurité, puisqu'on a un certain nombre de parkings dans des zones dites sensibles au sens de l'organisation, donc on a notamment besoin de fermer et vider quelques parkings sous la place de la Concorde, sous l'esplanade des Invalides, pour prendre ces deux exemples. Donc sur le plan opérationnel, grosse mobilisation, mais normal, j'allais dire, c'est notre boulot. Et puis on a souhaité aller au-delà. On est une entreprise française très implantée à Paris. C'est un moment historique qu'on ne revivra pas. Désolé tous, mais je ne crois pas qu'on reverra les JO à Paris avant longtemps. Et donc, on a souhaité aller au-delà et on a donc acquis le statut de supporter officiel donc pour soutenir l'organisation et les Jeux et donc leur apporter toute notre expertise s'agissant du stationnement, notamment pour les sites, alors pas tant intramuros à Paris où les solutions sont connues. On pourra peut-être circuler. Est-ce que ça signifie que les abonnés, ceux qui ont leur place de parking à l'année, vous les sortez ? Alors, on les déplace. Oui, déplacer. Excusez-moi, le terme est un peu violent à sortir. On les sort, mais pour les réinstaller dans des... violence dans les propos. Voilà, on leur propose des solutions de secours, si je puis dire, et donc on les installe dans d'autres parkings parisiens le temps des événements. La place, le temps ça va, c'est bien pris. Pas toujours, mais de toute façon, tout le monde a bien compris qu'on n'avait pas trop le choix. Et puis voilà, donc ça râle, mais c'est assez normal, mais ça se passe bien. Ça se passe bien pour ce bel événement. Nous sommes toujours avec la start-up de ce soir, avec Eric Herzberger, le cofondateur de Inoué. Inoué, c'est un avion électrique. On a la plaquette en face de nous. Moi, je le trouve absolument super. Il est beau, hein. Vous avez vu Sébastien, Benjamin. Très futuriste. Il ressemble à des avions dans les films de science-fiction. Oui, absolument. Franchement, il est magnifique. Premier vol 2030. Oui, c'est ça. Mais vous avez des besoins et heureusement, Flore Hegnel est là ce soir. C'est la coach de La France Bouge. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Flore, quels conseils pourriez-vous donner pour répondre ? Premier besoin, la visibilité. Comment développer cette visibilité ? C'est pas évident, l'aéronautique, c'est pas automatique. Non, mais je trouve qu'il y aurait plein de choses à expliquer et je pense déjà l'une des premières barrières, c'est on parle d'un TGV aérien presque, si on prend une métaphore, et je pense qu'il y a beaucoup de barrières conscientes et inconscientes chez les consommateurs et consommatrices qui se disent mais en fait, si je veux moins polluer et
c'est aussi dans l'air du temps de faire attention à son mode de transport. Finalement, l'aviation, en quoi ça va répondre à ce besoin-là? Et c'est aussi la première remarque que je me suis faite à moi-même. Et du coup, je pense que sur la communication, ça pourrait être intéressant de prendre plus la parole, parce que j'ai voulu chercher des vidéos, des images de justement dénuées sur les réseaux sociaux, et il n'y en a pas énormément. Donc je pense ne serait-ce que de démocratiser cet aspect-là et de commencer à créer une communauté autour du projet pour démocratiser la nouvelle mode de fonctionnement, sur le fait qu'en fait l'avion est conçu d'une façon particulière, va consommer beaucoup moins de carbone, va polluer énormément moins et va permettre de finalement consommer beaucoup moins d'énergie. Et ça, finalement, on ne le trouve pas en tant que personne quand on va sur ce qu'on a à disposition sur Internet. Oui, Flore, vous avez raison. Et je pense que d'ailleurs, je vous remercie parce que je sais qu'avec Europe 1 aussi, ça nous donne l'occasion d'avoir une diffusion large public, parce que on est sur une technologie et un produit qui se veut grand public, justement. Oui. Et bien sûr, on va chercher des investisseurs, etc. Mais in fine, c'est pour tout le monde. Donc ça, c'est déjà cette occasion. Vous avez raison, on doit encore se développer. L'équipe est petite. Bien sûr, on a passé de l'énergie sur la partie technologique parce que on veut pas raconter n'importe quoi, voilà. Donc ça, c'est important pour nous. Mais on doit développer. Vos conseils sont tout à fait bons. Il y a cette partie-là en termes de réseau et encore une fois, se faire peut-être accompagner parce que quand on est ingénieur, c'est vrai en général, on pense produit et on pense tout de suite technologie et pas raconter l'histoire de cet avion. Oui, il y a il faut préciser, vous parliez du design, il est beau, c'est un peu dans nos veines, hein. C'est pas parce qu'on est ingénieur qu'on ne comprend pas ces aspects-là. D'ailleurs, on a fait le choix de Saint-Étienne, parce que Saint-Étienne, c'est cité européenne du design, donc on est à 50 mètres de la cité du design, et parce qu'on intègre le design au sens large, hein, c'est pas juste être joli, être beau, c'est l'usage en fait, hein, c'est comment on utilise cet avion, en quoi je l'ai pas dit, mais en fait dans le transport, et là on n'est plus tout à fait comparable au TGV, on sera beaucoup plus confortable qu'un TGV, donc beaucoup plus facile d'accès, etc. Donc tout ça, c'est des dimensions de design, mais encore une fois, c'est vrai qu'il faut se faire connaître en France et à l'international. Est-ce que vous êtes comme dans certains secteurs, est-ce que c'est comme un écosystème où vous parlez les uns avec les autres? Nous, on en a eu dans la France Bouge des fabricants d'avions électriques. Est-ce que vous avez déjà un petit réseau entre vous? Oui, bien sûr, on a un réseau qui est plutôt à ce moment-là, on va dire centré côté aéronautique. Sur la technologie peut-être. Oui, voilà, sur la technologie ou l'industrie. Bien sûr, il y a en France un pôle très fort en aéronautique. C'est autour de Toulouse, évidemment, autour d'Airbus ou à Bordeaux, autour de Dassault. Donc, on fait partie de tout ce réseau-là. Mais ce réseau-là ne communique pas comme Flore voudrait, en fait. Mais oui, mais Flore, et puis il y a un levier aussi, je crois que vous en parlez sur votre site internet, vous avez envie de lancer une campagne de financement participatif. Oui. Donc juste ça, c'est en fait un excellent levier pour engager une communauté autour de vous. Oui, tout à fait. On pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur, vous avez raison, le meilleur levier. Parce qu'aujourd'hui, si on va directement vers des investisseurs institutionnels, ils réfléchissent surtout par rapport à l'existant. Voilà, il y a toujours cette contradiction chez les investisseurs. Ils veulent à la fois de la techno de rupture, mais en même temps des choses très, très rassurantes dites par les gens du métier. Voilà. Alors que là, finalement, je pense que ceux qui ont raison, entre guillemets, c'est quand même le grand public, c'est nos futurs utilisateurs. Et donc, ce crowdfunding, oui, on espère pouvoir le monter à la rentrée. Voilà. Et allez-y, Flore. Pardon, j'allais dire, c'est toujours très compliqué quand on a un projet avec un produit deep tech où il y a des années de recherche et développement, parce qu'on attend aussi d'avoir un produit présentable en tant que fondateur ou fondatrice. Et du coup, c'est toujours compliqué d'en parler en amont. Mais on a accompagné notamment des projets deep tech qui avaient 5 ans avant de mise sur le marché, et donc avec qui je pourrais éventuellement vous mettre en relation aussi, qui ont commencé à communiquer dès le début. Alors justement, pas du tout dans l'aviation pour qu'il n'y ait aucune concurrence directe ou indirecte. C'était notamment, je pense là, à Family Self-Care, qui était un distributeur intelligent d'huiles essentielles, donc un peu la Nespresso des huiles essentielles. Et elle a commencé à communiquer sur le projet avec des images d'un prototype qui ne ressemblait absolument pas d'ailleurs à la machine finale, mais ça lui a permis d'engager des gens autour d'elle et du coup d'aller faire une campagne de financement participatif. Cet engagement dont vous parlez, Flore, est essentiel.